Hop là, bienvenue dans le 120%, nous sommes jeudi aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Nous aurons au sommaire No-chan, l'émission pour les otak, la toute nouvelle, la toute fraîche de chez No Life, qui viennent de sortir de chez nous. Ensuite, on aura la critique de jeux sur Prince of Persia, les sables oubliés. On aura mon souvenir et évidemment Otto, parce que c'est jeudi. Mais tout de suite, on va regarder les news. Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » On vous parlait il y a peu du DLC gratuit d'Alan Wake. Eh bien, voici une petite précision à son sujet. Il s'agit tout simplement de sa date de sortie, à savoir le 27 juillet prochain. On rappelle que la gratuité de ce contenu téléchargeable est liée à l'achat du jeu neuf, puisqu'une carte avec un code à usage unique est délivrée avec celui-ci. Pour ceux qui se procureront le jeu d'occasion, aucune solution n'a encore été annoncée. On se doute toutefois que ces malheureux devront débourser quelques petits Microsoft Points en compensation. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Si Lost Planet 2 n'est peut-être pas la bombe annoncée, le jeu peut au moins se targuer de proposer une certaine variété dans la customisation des personnages. Après des skins de Frank West, d'Albert Wesker ou encore de l'armure Rathalos de Monster Hunter, c'est au tour des cruels Helghast de Killzone 2 de s'inviter dans le hit de Capcom. Évidemment, il s'agit ici d'une exclusivité PS3, la série de Guerrilla étant intimement liée à Sony. En revanche, les pros Microsoft peuvent compter sur la présence de Marcus Phoenix, Gears of War oblige. À chacun ses avantages. Calée au 28 mai prochain, la sortie d'UFC Undisputed 2010 approche à grands pas. THQ se déchaîne donc en ce moment en proposant un nombre conséquent de vidéos dévoilant les nouveautés de cette version. Cette fois, c'est du système de création de camps online dont il s'agit. Pour faire simple, il vous sera possible de créer des sortes de clans, regroupant les combattants de votre choix afin de défier les groupes adverses. game is this concept of online training where within your camp, say that there's someone really good at some specific discipline or item, you can go train online with that guy in your camp and then actually, get better. So, if, for example, when the game comes out, you come to my camp, you're like, oh, I'm having trouble doing takedowns, then we can go into an online sparring session and I can show you, hey, do this, look for this timing. So it's one of those things that we really try and emulate how you guys are actually doing training in the real world. Je sais que vous avez hâte de retrouver No-chan, je le sais bien. Mais juste avant, je voudrais vous préciser un truc. Mardi dernier, on a parlé d'un film de Coppola qui s'appelait quoi ? Coup de cœur en fait, ou One by the Heart en anglais, peu importe. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un de ses collaborateurs, un monteur qui s'appelle Walter Murch, qui est super intéressant, qui est aussi son monteur son, notamment sur Le Parrain et toute la série des Parrains. Mais en attendant, vous savez quoi ? On va regarder No-chan. Salut les otaks, c'est No-chan. C'est la 3e semaine que je vous présente mon petit JT. Je commence à m'y habituer, ce petit bureau est confortable, c'est cool. Ah, au fait, vous avez vu ? Je fais comme les autres présentateurs, je change de t-shirt à chaque émission. Bon, je vais bientôt arriver au bout de ma garde-robe, donc on est en train de préparer un petit système pour que vous puissiez me dessiner de beaux t-shirts que je pourrai porter à l'antenne. Mais je vous en reparlerai. Allez, c'est parti pour les news de la semaine. Les fans du RPG Shining Wind, sorti sur PS2 en 2007, seront aux anges. En effet, une nouvelle série de figurines des héroïnes du jeu sortira prochainement au Japon. Particularité de cette série ? Elles y seront présentées en bikini. Bon, je vous laisse admirer les détails de la finition, hein, parce que les finitions, c'est important. Perso, j'aime bien les shoot'em up et les gothic Lolita. Ça tombe bien puisqu'à la fin du mois sortira au Japon le dernier Danmaku de Cave, Deathmile 2X, sur Xbox 360, qui réunit justement ces deux thèmes. Attention, le jeu ne sera jouable que sur une 360 japonaise. Et oui, le zonage des jeux sur Xbox, c'est bien pourri quand même. Dommage pour ceux qui n'ont pas de console Jap, voilà ce que vous manquez. Enfin, quelques nouveautés dans le domaine des musiques électroniques extrêmes japonaises. Le DJ et producteur Shingo DJ a sorti son nouvel album.
Cette fois-ci, 100% hardstyle, intitulé Hardstyle or No Style, sorti chez Mob Squad Tokyo. On y trouve 16 pistes dont 2 featuring avec DJ Shoujo et l'anglais FTFX. Au rayon des nouveautés, citons aussi Underground Machina Connections Volume 5 par les célèbres DJ Depath et M-Project chez Burning Chrome Records, ainsi que le nouveau DJ Tekunouchi, Straight, sorti chez Tsukumo Johoku Recordings. Enfin, si vous avez la chance d'être au Japon le 29 mai 2010, ne manquez surtout pas la nouvelle édition du Extreme Hard, un des plus grands lives de Jackor qui a lieu 2 fois par an. Au programme, le gratin habituel. DJ Chucky, DJ Sharpnel, Midi, Akira Def et bien d'autres. Ça se passera à Shibuya pour 3 millièmes. Le mot otak de la semaine, c'est TV Size. Alors c'est quoi TV Size à votre avis? Eh bien c'est tout simplement la chanson d'un générique de dessin animé ou de série télé, raccourci pour s'adapter au format télé. D'où le nom TV Size. D'ailleurs ça s'écrit TV Size mais tous les japonais disent Telebi Size. Bref, vous l'aurez sûrement remarqué, les chansons des génériques d'animés en version complète font souvent plus de 3 minutes, alors que le générique lui-même dure souvent plus de 2 fois moins longtemps. C'est important à savoir car si au dos d'un CD vous voyez Opening TV Size, ça veut dire que le générique que vous voulez sera en version courte. Et petite anecdote pour finir, au karaoké japonais, entre otaku, on aime bien se faire des karaokés d'anime song. Et comme on paye en fonction du temps passé dans le karaoké box, pour pouvoir chanter plus de génériques, on décide entre nous de ne faire que des TV Size. En gros, on prend la télécommande et on zappe à la chanson suivante dès que le premier refrain est passé, quoi. Ça, c'est de l'optimisation. Voilà, c'était No-chan, à la semaine prochaine. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par le montage ou le montage son, n'oubliez pas de regarder ce super livre, de lire ce super livre qui est écrit par le mec qui a écrit Le Patient anglais. Donc c'est Conversation avec Walter Murch. Je vais pas développer plus que ça, mais sachez que c'est un mec fascinant qui notamment travaille debout et pour un monteur ça se voit jamais. Et il vous explique notamment ses méthodes de travail. Et ça fait du bien, surtout quand on est dans le métier, parce qu'on apprend des choses, pas tant que ça. Mais en même temps, les petits trucs qu'on apprend, c'est juste indispensable. Et je vais vous raconter juste une anecdote par rapport à ce livre juste après. Et si vous n'avez jamais travaillé un temps soit peu sur l'image, vous allez voir à quel point c'est hallucinant. En attendant, on va regarder la critique de jeu. C'est donc sur Prince of Persia, autant pour moi. Et je vous retrouve après. Avec la sortie du film orchestré par Jordan Mechner, basé sur Prince of Persia, Les Sables du Temps, Ubisoft nous sort un nouveau pop qui n'est pas une adaptation du film, ni même une suite au Prince of Persia tout en cel shading sorti en 2008, mais bien une suite HD aux Sables du Temps. Développé sur PS2 en 2003 par Ubisoft Montréal, ce dernier avait relancé la licence pop en lui adjoignant le fameux Rewind qui permettait de remonter le temps après un saut manqué. Ce coup d'essai transformé en coup de maître avait donné lieu à une première suite en 2004, L'âme du guerrier, qui n'avait pas fait l'unanimité. Doté d'un prince plus sombre et d'un gameplay nettement plus orienté beat'em all, il abandonnait également le cadre 1001 nuits propre à la licence. Suite à ce demi-échec, Ubi avait revu sa copie en 2005 avec Les Deux Royaumes, qui devait constituer le dernier volet de la trilogie Les Sables du Temps. Mais pour répondre à la sortie du film, coproduit et coécrit par Jordan Mechner, Ubisoft s'est décidé à sortir un 4e volet multiplateforme, Les Sables Oubliés, qui fait suite aux aventures du prince dans le palais d'Azad. Au premier abord, ce nouveau pop pourrait d'ailleurs passer pour un remake HD des Sables du Temps, tant les similitudes entre les deux jeux sont nombreuses. Mais les développeurs ont tout de même su apporter quelques nouveautés tout en reprenant une poignée d'éléments issus de leur dernier pop, cel shaded. C'est comme ça que tu traites la famille ? N'étant pas une adaptation du film, le prince ne reprend pas les traits de Jake Gyllenhaal. Il se positionne, en termes de look, entre le prince des Sables du Temps et celui de l'âme du guerrier. Avec ses cheveux longs et son bouc, revêtu d'un plastron en cuir, le prince hérite malgré tout de la personnalité désinvolte du prince vagabond de la mouture cel shading. J'ai l'étrange impression que nous sommes loin d'avoir l'avantage dans ce combat. À défaut d'être accompagné et délicat, il se parle ainsi beaucoup en multipliant les petits monologues. C'est ce qu'elle devait vouloir dire par me donner plus de temps. Ce sont donc les pouvoirs du djinn ? Le jeu débute alors qu'il se dirige vers le palais royal pour le retrouver assiégé par une immense armée. Son frère Malik est là pour tenter de contenir l'assaut, mais c'est peine perdue. Ce dernier décide alors de réveiller l'âme du roi Salomon afin qu'elle lutte à ses côtés. Il se rendra compte trop tard de son erreur. Cette armée n'était pas celle du roi Salomon, mais bien une menace à laquelle il dut faire face il y a de cela 1 millier d'années. Libérée, cette armée maléfique dirigée par un Efrit ravage tout sur son passage et ne cesse de croître.
Chargé de la stopper, le prince reçoit l'aide d'un djinn qui lui confère d'abord le pouvoir de contrôler le temps. Mais pour réussir sa mission, il devra faire usage de nombreux autres pouvoirs et sacrifier plus qu'il ne l'aurait souhaité. Il te faudra plus de temps. Voilà, je viens de t'en donner. Du temps? Si vous aviez joué à l'époque à Prince of Persia les Sables du Temps, alors vous allez vite reprendre vos marques. Le gameplay est en effet très similaire à celui du titre PS2, en mettant l'accent sur l'aspect plateforme, les puzzles, les pièges, sans oublier quelques phases de combat. En gros, le jeu propose 75% de plateforme pour 25% de combat. Il est toujours possible de sauter, de courir le long des murs, de s'accrocher à des piliers, de se balancer sur des barres, de glisser le long des draperies à l'aide de son couteau. Le tout en évitant tout un tas de pièges tels que des fosses remplies de pics, des scies murales, des piliers cloutés mobiles ou encore des surfaces couvertes de pics rétractables. Mais en cas d'erreur, il est toujours possible d'activer les sables du temps pour opérer un petit retour dans le temps. Bref, rien de bien nouveau. Les combats sont également assez classiques en reprenant des éléments des deux premiers pop. Il sera ainsi possible de porter des attaques normales ou plus puissantes en chargeant son coup, d'enchaîner les coups dans la direction voulue à l'aide du stick analogique, ou encore de profiter de l'environnement pour réaliser des finish moves contextuels. Lors de la première heure de jeu, en gros, on se dit vraiment qu'Ubi ne s'est pas foulé pour se contenter de réaliser un remake des Sables du Temps. Une impression confirmée par des environnements similaires se cantonnant aux différentes zones du palais telles que les écuries, la prison ou les ternes avant de switcher au jardin. Par bonheur, on peut assez rapidement débloquer de nouveaux pouvoirs à l'aide d'un arbre de compétences. Les points d'expérience engrangés permettent en effet de débloquer une trentaine d'améliorations, allant de l'augmentation de la jauge de santé à l'acquisition d'un nouveau slot d'énergie, en passant par des pouvoirs tels que l'armure de pierre, la flamme qui vous suit en infligeant des dégâts aux ennemis, ou encore la tornade. Après vous avoir octroyé le contrôle sur le temps, le djinn vous donnera également le contrôle des éléments. Il sera ainsi rapidement possible de geler l'eau, ce qui vous permettra de courir sur des cascades ou de transformer des jets d'eau en piliers ou en barres. Plus tard, vous pourrez également fondre sur vos ennemis en un éclair pour franchir des gouffres. Plus on progresse dans le jeu, plus les plateformes nécessitent de jongler entre ces différentes aptitudes pour finalement proposer des séquences assez ingénieuses. On retrouvera également certains éléments issus du tout dernier pop, celui en cel shading. Des plaques murales devront ainsi être activées pour déclencher des mécanismes timés et le prince pourra réaliser des glissades sur des surfaces pentues. À noter également la présence de bonus comme la possibilité de jouer avec le costume d'Ezio, ainsi que de défis à débloquer incluant un mode vague d'ennemis et un contre-la-montre. Très proche, trop proche de Prince of Persia les Sables du Temps, cette suite HD sent l'improvisation à plein nez. Si le gameplay propose quelques nouveautés bien cool, comme les pouvoirs activables en cours de combat et la possibilité de contrôler des éléments autres que le temps, tels que l'eau par exemple, on a pourtant l'impression de jouer à un remake plus qu'à une suite. Les environnements sont également quasiment identiques à ceux des Sables du Temps, à la différence près que le jeu était magnifique sur PS2 et l'est aujourd'hui beaucoup moins sur les consoles HD. Pourtant développé à partir du moteur d'Assassin's Creed 2, la réalisation des Sables oubliés, tout en restant correcte, n'est clairement pas au niveau des derniers blockbusters Ubi, tels que Splinter Cell Conviction ou Assassin's 2. Le jeu souffre en outre de problèmes de finition avec de nombreux bugs de collision entre autres et des soucis dans la gestion de la caméra. Les cinématiques sont tristounettes et on ne retiendra finalement que le design des monstres ainsi que les effets liés au contrôle de l'eau très réussis. Les Sables oubliés se présentent donc comme un Prince of Persia assez anecdotique, répondant avant tout à la sortie du film sans apporter grand-chose à la licence. Si on appréciera le fait de retrouver un titre plus gamer, malgré la profusion de checkpoints et de rewind, ainsi qu'un gameplay moins assisté que le précédent pop sorti en 2008, ce second pop HD souffre d'un problème d'identité certain et manque cruellement d'originalité. Alors ce qui est fascinant avec ce mec, c'est que en fait pour lui un point de sortie, donc le point de sortie d'un plan, je vous préviens, ça va être un peu compliqué pour les gens qui connaissent rien au montage, mais pour les autres vous allez voir c'est fascinant. Donc le point de sortie d'un plan, c'est ce qui te permet du coup de rentrer dans le plan suivant. Et ben là, ce mec là il se dit en fait le point de sortie il n'y en a qu'un par prise, il n'y en a qu'un seul et il faut trouver ce point absolument juste. Et ce point comment il fait pour le trouver? En fait il fait play. Alors il faut savoir que là maintenant il est en numérique mais il travaillait avant en pellicule. Donc il fait play. Et il fait stop. Ça lui donne une image de sortie. Mais par contre, il refait play une deuxième fois, et s'il ne retombe pas exactement sur la même image, et quand on parle d'image, il faut savoir que donc il y a 25 images par seconde, ou 24 images par seconde au cinéma, s'il ne retombe pas exactement sur la même image, et ben il recommence. C'est pas un truc de fou ça?
que ça marche pas comme ça normalement. Et lui, donc, il joue le hasard plein de fois jusqu'à ce qu'il tombe 2 fois sur la même image. C'est incroyable. Pour moi, je trouve ça fascinant. Et sur ce, je vous lance mon souvenir. Game の思い出。そうですね。やっぱり小さい時っていうのはお金がなかったから、だから親に家の貯金箱からこうちょんとお金をこう持って行ってゲームセンターでちょんちょんと入れながらゲームをやった記憶がありますね。よその会社のゲームになるんですが、それはゼビウスとかね、ゼビウスとかをやりましたね。はい、そんな記憶はあります。そして大学生に入った時にファイナルファンタジーにハマったんですよ。だから徹夜してほいで大学行かなくてよく怒られました。徹夜が平気でした。はい。Moi, par exemple, qui suis un peu monteur, j'avoue que mon point de sortie, il est beaucoup plus encore aléatoire que le sien finalement, parce que lui, il cherche une justice dans le random que moi, j'ai pas du tout. Je cherche juste ce qui prépare le mieux le plan suivant. C'est pas tout à fait la même classe, dans la démarche, c'est moins classe, quoi. Bon, vous apprendrez aussi plein de trucs sur comment il gère toutes ces scènes avec plein de tableaux, de photos qu'il prend. Enfin, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Sur ce, je vous propose de regarder Otto. Et sachez aussi qu'il apparaît dans un documentaire incroyable sur les monteurs. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Mais bon, il y a un documentaire génial qui existe. Je vous en parle juste après parce qu'il faut que je vérifie le nom, que je le trouve sur Internet pour le prochain plateau. Avant ça, Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, j'avais presque envie de faire l'émission en japonais histoire de m'entraîner pour mes examens qui approchent. Mais finalement, j'ai eu la flemme et puis je me suis dit ça aurait fait du travail en plus au niveau des sous-titres. Surtout qu'en plus, en ce moment, je suis quand même vachement plus concentrée sur mes kanji parce qu'il faut les faire tous les jours. Mes profs disent que c'est le travail du corps. Car à force de tracer les kanji, notre corps, enfin mon bras en tout cas, lui va mémoriser le tracé. Je les ferai comme ça facilement, mais j'en suis vraiment super loin. Du coup, cette semaine, pour changer de sujet, parlons de l'émission, les topics et on commence avec les concerts. On commence les concerts avec Henri Policino. Il leur reste encore pas mal de dates en France, mais il y a tout de même quelques changements. Leur concert au Furia Sound Festival par exemple a été annulé. En revanche, ils seront sur Paris le 1er et 2 juin, le 1er en dédicace et le 2 en showcase sur les Champs-Élysées. On continue avec les fracassantes Lazy Guns Brisky. Leur grande tournée va démarrer demain et en plus elle s'est agrandie puisque nous avons maintenant une date à Paris le 25 mai et plus précisément au bar La Féline. Mais aussi des nouvelles dates à Fumel et Clermont-Ferrand. Vous n'avez plus d'excuses pour les rater. Grande nouvelle pour tous les fans du duo Gothico Kawaii, Hungry Hungry. Les deux ex-idols seront en dédicace le 28 mai à 18h sur les Champs-Élysées. Et n'oublions pas le concert à la Maroquinerie le lendemain, donc le 29 mai. On passe au mois de juin avec le groupe Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO. Leur tournée européenne Zero to Infinity European Tour 2010 les fera voyager à travers l'Italie, les Royaumes-Unis, l'Allemagne, la Belgique pour finir par la France. Ils seront présents chez nous pour 2 dates, dont le 3 juin à Paris à la Villette Sonic.
On termine les concerts avec le groupe Daoto qui était déjà venu l'année dernière. Ils seront donc de retour cette année le 4 juin au Trabendo de Paris pour leur tournée Orei Mairi World Expo 10 ou 2010 Samurai Japon. Très prochainement, nous parlerons aussi de Versailles, de Disperse Ray et de Vamps et bien sûr des concerts de Japan Expo. On commence les topics, les news du moment avec The Brilliant Green, célèbre groupe pop-rock de la fin des années 90 qui était en hiatus pendant plusieurs années parce que la chanteuse Kawase Tomoko avait sa carrière solo assurée. En l'occurrence, il s'agit de Tommy February, Tommy Heavenly également, mais vous connaissez Tommy February par le clip Kiss One More Time qui était diffusé au tout début de la chaîne. Après un comeback en 2007 et un changement de label en 2009, un nouvel événement vient marquer l'histoire de ce trio qui dorénavant ne sera plus qu'un duo. Annoncé sur le site officiel le lundi 10 mai, le guitariste Matsui Ryo annonce qu'il quitte le groupe. Aucune raison n'a été donnée, mais ce qui est sûr, c'est que Tomoko et Shunsaku, le bassiste, vont continuer ensemble. D'ailleurs, leur prochain single est annoncé pour le 30 juin et s'appellera Blue Daisy. On continue avec le groupe Vamps. Ce duo composé du célèbre Hyde et de son acolyte Kaz sera en tournée mondiale d'ici quelques mois. Ils seront ainsi présents le 16 octobre 2010 pour un concert unique à l'espace Grand Arche de la Défense. Mais ce n'est pas tout. Après cette grande tournée, le groupe se mettra en pause pour la simple et bonne raison que Hyde doit assurer ses activités du côté de son autre groupe, l'Arc-en-Ciel. Par conséquent, les fans préparent un book. Ce cadeau sera remis aux membres de Vamps à l'occasion de leur concert. Plus de renseignements sur la page Facebook de l'événement ainsi que sur la street team officielle du groupe, mais aussi sur le site de Soundlicious. Enfin, pour conclure, le 12 mai dernier est sorti le dernier single de Vamps, Devil Side. Étant entièrement écrit en anglais, il a été fait pour que tous les fans du monde entier puissent chanter avec eux lors de leur grande tournée. La mise en vente des billets a pris un petit peu de retard, mais cela devrait vite se mettre en place, alors soyez attentifs et surtout, soyez tous au rendez-vous. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation juste après le J-Top samedi soir sur No Life. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Ayuji Lina avec le clip Story, sorti en 2009. Il y aura également Hurt de Balzac, ainsi que Plastic Doll de Aira Mitsuki. Il y aura également Trouble de Vamps dont on a parlé tout à l'heure dans les Topics. Le nouveau HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Summer de Nobody Knows, parce que justement récemment je l'ai vu dans la Complete Mania et je me suis dit elle est vraiment bien Summer, et j'ai demandé donc tout spécialement, Alex a dit oui, qu'on le mette cette semaine en rotation et j'espère que vous aussi vous serez contents parce que pour moi c'est que du bonheur parce que c'est vraiment Summer et justement l'été arrive et oui ça fait plusieurs semaines que j'arrête pas de parler de l'été, j'espère qu'il va se presser un petit peu plus. Voilà, ça vous fait pas mal de clips pour lesquels voter pour le J-Top, on se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas de voter, bye bye. 伸びる場所をスマッション全面締め切りキンキン標的外チンチン効率の要請どっか出かけるだけでも汗だくもっかちたくねる言うまでもなく腹出したまま裸夏風鼻垂れアフロまた携帯止められてる貧乏しゃあねえ家も近いからツーラーソーに出てきた魚ちゃん海にも帰らずクーラー病土産話にも飛び乗れ出遅れた時にはもう手遅れ集まれ夏だぜ乗り遅れんなビッグウェーブ目の前今年も作る真夏のドラマ光る太陽白い砂浜もう少し続けてねそのままサンマサンマ暑さで何も考えれん確かめれるレールかかるカルバンやってくる真夏の気分サンマサンマ今年も作る真夏のドラマ光る太陽白い砂浜もう少し続けてねそのままサンマサンマ暑さで何も考えれん確かめれるレールかかるカルバンやってくる真夏の気分サンマサンマJ'ai retrouvé ce fameux documentaire, c'est The Magic of Movie Editing, donc c'est sur les monteurs. Il y aura plein de réalisateurs super connus qui vont intervenir, ainsi que des très très grands monteurs de ces fameux réalisateurs. Que dire, c'est très très difficile à trouver en France, je pense que vous ne pourrez pas le trouver, donc faut le commander à mon avis en VO aux États-Unis. Ce qui est très rigolo, c'est que ça explique l'importance du montage dans un film, mais sachez que c'est un des documentaires les plus mal montés que j'ai jamais vu de ma vie, ce qui est un comble quand même pour un documentaire sur les monteurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.